client, il t'appelle comment ? Alors, il n'est pas question qu'il m'appelle maître, ça c'est chiant. Donc, ils vont m'appeler Arnaud, en règle générale. La tokenisation, c'est du fractionnement. C'est la titrisation du monde moderne qui sort uniquement des aspects financiers pour en réalité arriver à fractionner, à titriser un petit peu tout et n'importe quoi. Aux États-Unis, l'avocat, c'est un mélange entre un psychothérapeute, un expert comptable, un spécialiste du droit, un conseiller conjugal, il fait tout. Bonjour et bienvenue. On est extrêmement content de vous retrouver dans un nouvel épisode de Père Castor raconte-nous ton histoire. Et aujourd'hui, on devient un peu plus sérieux. On l'a été. Tu dois être le 5e avocat qu'on reçoit. Donc on est avec Arnaud Toiti, je prononce bien ? Absolument, bonjour à tous. Qui nous reçoit dans ses très joli bureau. Magnifiques bureaux. Ouais, c'est une des pièces. Il y a combien de surface au total ? À peu près 200 mètres carrés. Ouais. Vous êtes combien au total ici ? On est, alors le cabinet, on est une dizaine de personnes. Et après, on sous-loue un certain nombre de bureaux. Donc, on va dire qu'on est une vingtaine à peu près. D'accord, ok. Donc, toi, ton entreprise, d'ailleurs, on peut dire entreprise ou pas Cabinet ? Ton cabinet ? C'est une forme d'entreprise particulière, mais c'est une forme d'entreprise. On a des règles de déontologie qui font qu'on ne peut pas dire qu'on est simplement une entreprise commerciale, mais ça s'y apparente d'un certain point de vue. Ouais. Je t'embête juste, il faut que tu parles plus proche du micro, sinon... Excuse-moi. Et c'est vrai que c'est un peu spécial parce qu'on pourrait vous apparenter entre les deux. Je pense qu'il faudrait même inventer un mot entre une patientèle et une clientèle, en fait. On est un peu entre les deux, je trouve, pour un avocat. T'as raison. Alors, on parle de clientèle pour un avocat, c'est le terme qu'on utilise. Il serait agréable d'avoir un mot entre les deux, peut-être ? T'as raison, parce que là où il y a il y a une logique qui est assez proche de celle de la patientèle, c'est la fameuse déontologie. Le fait qu'on puisse pas on n'a pas un rapport en réalité au business qui est le même quand on est dans une profession réglementée type avocat ou médecin que quand on est dans une entreprise commerciale classique. Il y a des différences. Évidemment. Bon. Donc le titre du podcast, je te l'ai expliqué brièvement tout à l'heure, mais c'est Père Castor raconte-nous ton histoire. Et l'idée, elle est très simple, c'est de remonter le fleuve ou la rivière de ta vie. Et nous, en tant que Castor, avec Erwan, on va mettre des barrages tout au long de cette vie. Et donc, c'est toutes les questions qui vont nous venir au fur et à mesure. Juste avant qu'on commence sur ton premier souvenir d'entrepreneur ou d'investisseur, pour justement démarrer un peu cette image, et pour reprendre l'analogie du fleuve, on va te demander si tu peux te présenter en 1 ou 2 minutes qui tu es aujourd'hui, ton cabinet. Tu vois, j'apprends. Ton cabinet et non ton entreprise. Ce que tu fais au quotidien et voilà. Ok, alors donc je m'appelle Arnaud Toiti, je suis avocat associé donc d'un cabinet qui s'appelle #Avocat, qui est spécialisé dans les nouvelles technologies, dans le numérique. C'est un cabinet qui s'est créé il y a approximativement 10 ans maintenant. On est en réalité très, très start-up dans l'état d'esprit, dans les process, dans la manière avec laquelle on travaille, parce qu'on est un petit peu imbriqué avec l'état d'esprit qui est ceux de nos clients. Précurseur dans plein de sujets, j'imagine ? On essaye, en tout cas c'est l'idée, parce qu'il y a des sujets de prédilection, on travaille beaucoup dans le Web3, donc beaucoup dans tout l'écosystème blockchain, qui est une activité qui est très importante dans le cabinet, mais pas que. On fait aussi beaucoup d'intelligence artificielle, parce que c'est aussi un sujet, pas simplement depuis Sur la propriété ou sur ce qu'on peut faire, pas faire ? Sur la question de la data. À qui appartient la data ? Oui, à qui appartient la data, comment elle est traitée, et on anticipe aussi un petit peu ce que vont être les futures réglementations, notamment les réglementations européennes qui vont être assez. Il y a un Data Act, il y a un IA Act qui sont assez puissants au niveau européen. Et puis si vous voulez, on a un état d'esprit qui est un état d'esprit de start-upper aussi dans la manière avec laquelle on a conçu le cabinet. Voilà. Donc on est. Ce qui explique peut-être qu'on se sent aussi bien dans ces bureaux. C'est vrai qu'on ressent un peu cet aspect startup. Tu as un hashtag sur le bureau à l'entrée. C'est vrai, exact. On a voulu, ça c'est par parti pris, on n'a pas voulu faire du cabinet entre guillemets une startup du droit pur et dur, si je puis dire, comme d'autres ont pu le faire et l'ont fait très bien. On n'a pas non plus voulu rester un cabinet 100% traditionnel, même si c'est loin d'être une critique et on est une profession hyper respectable, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais on a essayé de trouver un petit peu un entre-deux, c'est-à-dire conserver quand même des codes qui sont des codes d'un cabinet d'avocats, qui ne sont pas ceux d'une entreprise, justement. Et en même temps, essayer d'adopter certains codes qui sont ceux de l'entreprise, notamment dans le rapport qu'on a par rapport au client, dans la manière avec laquelle on approche le client et on travaille avec, surtout. Et surtout en phase avec tes clients. Parce qu'aujourd'hui, tes clients, c'est ces gens-là qui vivent comme ça. Exactement. Donc tu dois à la fois, sur tes bases, être en phase avec ton métier, celui que tu défends,
mais aussi être audible auprès de tes clients pour qu'ils puissent se sentir, dire ah ok, on est quand même un peu chez nous, même si c'est un sujet où ok. C'est exactement ça. C'est un peu comme les politiques un peu ringards, ils disent entre authenticité et modernité. Tu vois un peu l'idée. Ok. Mais en réalité, l'idée est là. C'est-à-dire qu'il faut garder ce qui fait notre profession et la force de notre profession, et il y en a quand même beaucoup. Et puis à côté, se dire que il faut essayer aussi de faire évoluer les codes et la manière avec laquelle on travaille, que ce soit dans les moyens de communication, que ce soit dans la facturation, que ce soit dans tout un tas de choses. Déjà, le nom. Le nom aussi, c'est vrai, exactement. Ça commence par le nom. Donc voilà, on trouve cet entre-deux. Ta communication, tu es présent beaucoup sur LinkedIn. C'est vrai, sur LinkedIn. Grâce à vous, maintenant, il va y avoir un peu de vidéos, un peu de podcasts, et c'est quelque chose qui va être travaillé, qui va être cultivé dans les mois et dans les années qui viennent, parce que maintenant, on a besoin de toucher les gens de manière différente, on a besoin de parler de droit de manière différente. Tout à l'heure, j'évoquais la blockchain et l'IA. L'IA, c'est pas que du droit, c'est aussi de l'éthique, beaucoup. Et je pense que justement, le rôle d'un avocat, c'est pas simplement d'avoir simplement un point de vue purement juridique des choses, même si c'est nécessaire. Demain, vous créez tous les deux une boîte en matière d'IA, vous allez avoir besoin d'avoir un avocat ou un cabinet qui vous accompagne. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Maintenant, il y a aussi des sujets éthico-juridiques. Maintenant, il y a aussi, c'est pas que appliquer les textes, c'est aussi se demander comment on va les appliquer, c'est aussi se demander éventuellement s'il n'y a pas des conséquences derrière, d'un point de vue réputationnel par exemple. Ce ne serait pas forcément purement juridique. Parce que les gens ont intégré que le droit sans l'éthique, ça ne fonctionnait pas et vice-versa. Tu nous demandais, ça me permet de rebondir et après du coup on va enchaîner sur ton premier souvenir. Mais c'est forcément déjà intéressant, donc il y a plein de choses qui viennent. Mais hier on était avec quelqu'un que tu dois connaître, j'imagine, si tu as tous tes sujets-là, qui est Francis Lelong. Et donc on était avec lui hier, tu nous demandais qui passe sur le podcast. Alors j'ai dit tout à l'heure, je le redis là, donc il va vraiment falloir que je concrétise avec lui. Mais hier il nous a dit qu'il voulait passer, donc on lui a demandé et il nous a dit avec grand plaisir. Très simplement. Donc, et lui qui est un acteur, j'imagine, assez important dans l'IA, avec qui tu dois t'amener peut-être de temps en temps à échanger. C'est quoi ton premier souvenir ? Ça date de quand ? C'était où ? Tu faisais quoi ? Alors, avant de parler du premier souvenir, il faut comprendre la genèse de comment c'est arrivé. En fait, je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est que j'ai fait des études de droit en France et aux États-Unis. Déjà, quand on passe du temps, pour ceux qui sont allés aux États-Unis, c'était en 2008-2009. J'ai fait une partie de mes études à Chicago. Et en fait, quand on rentre dans cet écosystème-là, on s'aperçoit que l'entrepreneuriat, ils l'ont un peu chevillé au corps. C'est-à-dire que c'est structurel, c'est dans leur manière d'être en fait. Ça fonctionne comme ça, c'est presque sociétal, la vision entrepreneuriale des choses. Donc finalement, assez vite, c'est quelque chose qui m'a attiré, qui m'a donné envie. Je me suis dit, ok, j'ai envie d'entreprendre, je ne savais pas trop comment. Et c'est vrai que quand on fait des études de droit, le premier réflexe, c'est plutôt d'aller dans un cabinet. Enfin, le premier réflexe, pas toujours, mais en tout cas, mon premier réflexe a été de me dire, ok, je vais d'abord travailler pour d'autres personnes, je vais me former, je vais essayer de voir un petit peu si effectivement cette envie d'entreprendre est toujours aussi forte ou si finalement je vais rester collaborateur comme d'autres, ce qui n'est pas du tout une critique et chacun a sa trajectoire et son parcours. Donc j'ai commencé dans des grosses structures anglo-saxonnes, puis dans des plus petites structures, toujours un peu anglo-saxonnes parce qu'il y avait l'idée de se dire que si quand tu dis grosse structure, tu as un nom de la première structure où tu étais ? Alors j'ai fait des stages dans des structures type Linkletters, qui est une structure anglaise, ou Well Gotshal & Manges, qui est une structure américaine. Après, j'ai fait aussi des collaborations dans ce type de structure-là. Et finalement, ça a de très bons côtés, parce que c'est extrêmement carré, extrêmement normé. On a des gens qui sont brillantissimes, avec un niveau de rigueur. C'est un peu Suits ou pas ? Pour ceux qui ont vu la série ? Excellente série. C'est une de mes séries préférées, que j'ai dû voir plusieurs fois, toutes les saisons. Oui et non, c'est-à-dire que évidemment c'est très romancé, c'est scénarisé, exactement, évidemment, mais en tout cas il y a un côté, évidemment on travaille avec des clients qui sont incroyables, même si on les voit que par le petit bout de la lorgnette, on a encore une fois un niveau d'intelligence collective et de rigueur qui est juste phénoménal, et donc c'est très formateur. Mais en même temps, je me sens comme un oiseau en cage. Je suis pas dans mon élément. C'est pas mon truc. Toi, tu te sens pas forcément à ta place, mais du coup, ce qu'on voit dans Suits, il y a quand même une grosse partie de vrai, où si c'est quand même vraiment. En fait, c'est difficile de parler de Suits parce que, mais on peut en parler parce qu'encore une fois, j'adore la série. C'est que le système anglo-saxon et le système français est pas du tout le même, et que dans Suits, il passe beaucoup de temps à il négocie de manière très agressive. Et puis il négocie avant. Oui. Le process qu'on
On imagine moins en France peut-être, je sais pas. Ça existe aussi. Non, bien sûr. Okay, Il y a d'accord. beaucoup de négociations et d'ailleurs on développe justement des modes alternatifs de règlement des conflits. Donc non, je crois pas. Mais enfin, t'as raison dans ce que tu dis, mais on est beaucoup dans la négociation aux États-Unis, qui peut-être qu'en Europe et en France on l'était, en tout cas basiquement un peu moins. Okay. Mais la différence c'est quoi ? C'est que bon, déjà ils sont très agressifs aux États-Unis. On peut l'être, mais on l'est peut-être un petit peu moins. Et aussi et surtout, je sais pas si du coup. La série, vous la connaissez évidemment, mais il passe quand même un temps infini à négocier devant les magistrats, en one-to-one, devant les procs, etc. Ça n'existe plus, ça ? Non, c'est juste qu'en France, le système judiciaire est différent et donc en réalité, c'est entre les parties qu'on négocie plus que directement avec les juges, etc. On est dans une logique un petit peu différente. Enfin, sauf avec le procureur pour certaines procédures. Bref, donc c'est pas la même chose, mais en tout cas, moralité, c'était hyper intéressant. Mais je me sentais pas à mon aise. Je me souviens d'avoir une discussion avec certains partenaires à l'époque qui me disaient ok, on sent que c'est pas ton truc, on sent que t'es pas dedans, que c'est pas là que t'as envie de te développer. Et donc, si vous voulez, de fil en aiguille, à côté, j'ai des amis qui créent des boîtes, forcément, qui créent des startups. On est avant Macron, hein. On est en je dis avant Macron parce qu'il est quand même arrivé avec le côté voilà. Quand il était ministre de l'économie, c'est ce que tu veux dire. Ouais. Startup Nation, etc. Machin. Bon. Peu importe de ce qu'on en pense, en tout cas la réalité c'est qu'il c'était le message, un des messages qu'il a été amené à véhiculer. Et donc c'est vrai que, comment vous dire, si vous voulez, j'étais hyper sollicité par des amis à droite à gauche, donc j'accompagnais en perso. Et puis à un moment, je me suis rendu compte juste que mon perso dépassait mon activité à côté. C'est souvent le cas pour des avocats qui démarrent et qui se disent bon, je vais faire un peu à côté, et puis ça commence à prendre de l'ampleur. Et puis à ce moment-là, j'ai un de mes très bons amis de l'époque qui me présente ce qui deviendra un de mes associés, où finalement il me dit voilà, il revient du Canada, Harry pour pas le citer, il revient du Canada, il a envie de créer sa structure, il sait pas trop avec qui, comment, etc. On se rencontre, c'est un coup de foot pro direct. Enfin, ça s'est fait quasi instantanément. Je pense que c'est comme vous deux. Enfin, je sais pas, vous avez peut-être jamais raconté votre coup de foot pro tous les deux, mais nous, c'est différent. Ça C'est s'est fait dans le temps. Moi, je suis plutôt comme ça. Ouais. Ok. Plutôt à prendre le temps de tu rencontres et du coup de première discussion, etc. Et en général, de mon côté en tout cas, quand ça se fait très vite, de mon expérience, parce que maintenant du coup je pense que j'interviens dans ces relations-là volontairement en mettant du temps, mais j'ai l'impression, moi ça dure pas dans le temps, alors que quand on se voit tu vois là on se voit une première fois aujourd'hui, ça se trouve on se reverra une deuxième fois dans 1 an, 2 ans, et puis après Erwan, ça s'est pas passé comme ça exactement, mais on s'est vu au départ, on a dû se revoir 2-3 mois après, et puis à force, maintenant on se voit toutes les semaines, mais voilà, c'est une évolution. Je suis d'accord avec toi, mais en même temps, c'est le et en même temps d'Emmanuel Macron, mais en même temps, il y a un moment, il y a des rencontres qui sonnent un peu comme une évidence. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme des rencontres amoureuses ou professionnelles. C'est peut-être plus le cas, en tout cas de mon côté, mais d'un point de vue sentimental que professionnel. Que d'un point de vue professionnel. Pour l'instant. Je comprends. Mais en tout cas, avec Harry, le matching s'est fait naturellement, extrêmement facilement. Et donc effectivement, on a cofondé. Il y avait également un autre associé, Jonas, à cette époque-là. Vous êtes 2 maintenant ? On était 3, on a été 4, maintenant on est 2. Okay. Mais on l'a cofondé à 3. Avec l'état d'esprit clair qui était de se dire on veut créer une start-up du droit. C'est-à-dire une start-up du droit. C'est-à-dire on veut être un cabinet d'avocats, mais on veut parler à des start-up et agir, en tout cas avoir des codes, mais pas que des codes, pas que de la communication. Pas que le baby-foot dans la salle de réunion, quoi. Non, d'ailleurs on n'en a pas. Non, justement, non, mais t'as raison, exactement, la caricature du baby-foot, Google, on est d'accord. Mais c'était c'était de penser, d'inverser la manière de penser. Je vais m'expliquer très clairement. La plupart des sites internet d'avocats, en tout cas c'était le cas à l'époque, c'était des sites internet où finalement l'avocat présentait ce qu'il faisait. Il disait voilà, je fais du droit des affaires, du droit fiscal, etc. Donc finalement, quand on y allait et qu'on est un client, on avait un catalogue des prestations qui étaient proposées par l'avocat. Bon, j'ai envie de dire pourquoi pas. C'était un annuaire un peu presque. Exact. En tout cas, c'était une présentation de ce qu'on fait. Nous, on s'est dit, OK, comme d'autres, d'ailleurs, on n'était pas les seuls, bien entendu, on s'est dit, en fait, on va renverser les choses et on va se mettre du côté du client, pas du côté de l'avocat. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'on va se dire, c'est pas le client, lui, il veut pas savoir ce que toi, avocat, tu fais. Il veut savoir potentiellement ce que le client, lui, va pouvoir obtenir. Et donc,
L'état d'esprit, la manière de voir les choses est complètement différente. C'est quand un client vient, il s'en fout de savoir si tu es compétent en droit hyper technique à tel endroit. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est quelle valeur tu lui apportes. Quel est le modèle économique ? Quelle est la contrepartie de ce modèle économique ? Est-ce que c'est un taux à l'heure ou pas ? Est-ce que c'est du forfait ? Est-ce que c'est de l'abonnement ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? C'est-à-dire typiquement, au lieu de mettre avocat, droit des sociétés, création de sociétés, pacte d'actionnaires, en fait, on va plutôt mettre avocat, ça va être je veux créer ma société. Je veux rédiger mes conditions générales, etc. C'est-à-dire qu'on inverse complètement le prisme et l'état d'esprit. Donc ça a été... Et tu vas même beaucoup plus loin parce que du coup, de ce que je comprends, c'est que tu vas te positionner sur une stratégie où tu réfléchissais déjà au positionnement Google, est-ce que les personnes vont chercher, alors que les avocats peut-être faisaient juste à ce moment-là, en tout cas, c'était un reliquat, je sais pas, mais en tout cas, comme un prospectus qui diffusait sur leur réseau internet. Il y en avait un certain nombre déjà qui le référencement Google commençait à prendre de l'ampleur, mais l'état d'esprit qui consistait à dire je vais me mettre dans les chaussures de mon client, ça c'est autre chose. Je me dis dans les chaussures de mon client par rapport au site, par rapport à la manière avec laquelle je fonctionne. À la recherche, à tout. Et exactement, au bureau, par rapport au modèle économique, par rapport au mode de communication, etc., etc. Et je vais même vous dire un truc. Et on l'oublie beaucoup. Je parlais des États-Unis tout à l'heure. Aux États-Unis, l'avocat, c'est un mélange entre un psychothérapeute, un expert comptable, un spécialiste du droit, un conseiller conjugal. Il fait tout. En fait, c'est-à-dire qu'il a un rôle de. C'est vraiment le confident. Okay. C'est vraiment c'est le conciliéré, si vous voulez. C'est celui qu'on appelle dès qu'on a un problème. Ok, et c'est beaucoup plus large. Je sais plus qui m'a dit ça, mais je crois qu'on m'a dit qu'aux États-Unis, le nombre d'avocats, même par rapport aux pros, phénoménal. Ouais. Ça n'a rien à voir. Mais justement, parce que l'avocat là-bas, c'est une institution. Parce que l'avocat là-bas, c'est, si vous voulez, c'est vraiment celui qu'on appelle dès qu'on a la moindre question dont on a envie d'avoir un problème réponse, et on a un problème, on appelle son avocat. Et tout le monde a un avocat et a son avocat. C'est un peu cette sens. Est-ce que c'est plus l'équivalent peut-être du notaire en France chez nous ? Non, je crois pas du tout. Quand tu dis tout le monde a son avocat en France, tu as un peu le sentiment, alors c'est pas tout le monde, mais tu as les notaires de famille, etc. Tu as peut-être moins d'avocats de famille. Tu faudrait que tu allais dire ça, tu as raison pour les notaires, sauf que le notaire, tu vas faire appel à lui dans des cas spécifiques. Ouais. Malheureusement, il t'arrive un décès, une succession, tu veux faire une acquisition immobilière, tu vas avoir besoin d'un notaire. Mais en réalité, l'avocat aux États-Unis, c'est l'avocat, tu vas en faire appel à ton avocat un peu sur tous les sujets, ou plusieurs avocats d'ailleurs. Donc, ils ont l'avocat cheville au corps, c'est un truc qu'il est... Voilà, c'est un avocat de famille pour tous les... chaque... Ils peuvent avoir différents avocats pour différentes disciplines, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'ils font appel extrêmement facilement à l'avocat. En France, pas du tout. C'est un peu le dernier rempart, l'avocat. Voilà, quand tu l'appelles, c'est que tu es vraiment... En France, pas du tout. En France, un salarié, un couple, 2 enfants, les 2 sont salariés, ils ne parleront jamais de leur vie quasiment pour la plupart à un avocat. En France. Sauf s'ils divorcent je pense que tu as raison. Oui. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait qu'il y a eu notamment à un moment, et les avocats ont beaucoup critiqué ce développement-là, même si je pense qu'il était inéluctable, c'est qu'il y a eu l'émergence aussi des legal tech, à peu près au même moment que le moment que j'évoque avec vous, où finalement il y a des boîtes qui sont arrivées, qui sont sorties du bois et qui ont dit en réalité, l'avocat il n'est pas accessible, je caricature, mais en tout cas il n'est pas aussi accessible qu'il faudrait qu'il le soit. Et donc, concrètement, il y en a qui ont des besoins juridiques, entre guillemets, basiques. Ils n'ont pas besoin nécessairement, selon ces legal tech, d'avoir systématiquement accès à leur avocat. Et donc, ils vont passer par une solution automatisée, en tout cas qui a un certain nombre de tâches automatisables sans conseil juridique. Est-ce que ça veut dire que ça fonctionne bien en France et du coup, ces legal tech fonctionnent moins aux États-Unis parce qu'on a où ça fonctionne de la même manière ? Il y en a qui fonctionnent extrêmement bien aux États-Unis aussi. D'accord. En réalité, elles fonctionnent d'ailleurs en général, c'est un peu des rampes de lancement pour l'avocat. C'est-à-dire qu'elles servent à mettre en relation avec l'avocat lorsque l'avocat est vraiment utile, mais pour des choses un peu basiques, on passe par... T'as l'équivalent en France. Manoa nous disait tout à l'heure qu'il avait eu un souci et qu'il avait appelé une legal tech et qu'il mettait en relation. Il y en a plein. Ça existe. Okay. Donc voilà, toutes les cités, Legal Start, Legal Place, Rocket Lawyer, enfin il y en a une ribambelle. Je crois que c'est Rocket Lawyer qui fonctionne d'ailleurs extrêmement bien. Elles sont sur des grosses croissances, ça marche très bien. Mais c'est vrai que si on avait le rapport aux avocats qu'ont les Américains, je pense que le succès des legal tech, en tout cas ce type de legal tech là, parce que legal tech c'est sens large, mais ce type de legal tech là aurait probablement été moins important qu'il ne l'est maintenant. Je dirais que en France, c'est plus l'expert comptable qui joue ce rôle-là. Okay. Pas confident, mais du coup, pour les entrepreneurs, les psychothérapeutes, mais plutôt expert comptable, fiscaliste.
Ouais, c'est celui qui est en réalité. Qui qu'on peut attend- créer la société, qui va te conseiller. Parce qu'il fait le social en général dans les boîtes. T'as raison. Tu as raison. C'est parce que et ce assez côté- vite, le réflexe. Et en fait, c'est vite la personne que je vais contacter quand j'ai une question. Je sais. Mais t'as raison. Mais voilà, et tu vas vite parce que et encore une fois, il n'y a aucune critique de ma part là-dessus, mais c'est vrai que du coup l'avocat, moi je vois beaucoup de gens qui me disent, moi l'avocat je le contacte quand j'ai un problème. Alors que c'est trop tard. Alors déjà oui, effectivement c'est trop tard malheureusement. Non, mais c'est un peu comme les assurances, c'est-à-dire que les gens en fait voient l'avocat un peu comme vous savez quand vous allez sur vos sites pour prendre des billets d'avion et que vous vous dites est-ce que je prends l'assurance ou pas, et vous dites bon bah ok j'ai peut-être une chance sur 100 d'avoir un problème donc je vais pas le prendre, et puis quand ça m'arrivera bah tant pis ça sera mieux que le Je coût me fais des ma propre assurance. Exactement. Voilà. Et je pense que l'avocat est un peu vu comme ça. De la faute aussi, je pense, de la manière avec laquelle notre profession n'a pas forcément toujours su évoluer comme elle aurait dû évoluer. C'est pas toujours facile de faire évoluer une profession aussi spécifique Institutionnalisée aussi. institutionnalisée exactement que celle des avocats. Mais je pense que ça nous appartient à nous, en tant qu'avocats, de faire l'effort de repenser notre profession pour justement essayer d'aller toucher ces gens-là. C'est ce que tu fais aujourd'hui. C'est ce que j'essaye de faire. Et je pense que ça passe par la manière avec laquelle on travaille, les outils avec lesquels on travaille. Les gens ont besoin que ça aille vite, que ce soit flexible, que ce soit rapide, de pouvoir vous contacter facilement. Enfin, le nombre de fois où j'ai eu des gens qui m'ont dit « Moi, je contacte mon avocat, il me répond 2-3 semaines après. » Alors évidemment, on travaille énormément, donc je peux comprendre que parfois on est extrêmement occupé, on n'a pas le temps de répondre. Sauf que concrètement, c'est difficile de pouvoir travailler avec un partenaire de confiance si quand on a un besoin, il nous répond plusieurs semaines après. Donc il faut trouver une organisation, un modus operandi, pour faire en sorte de pouvoir être réactif. Et puis il y a le modèle économique aussi. Vous savez, quand vous êtes... La première question que vous avez eue, c'était de me dire est-ce qu'un cabinet d'avocats, c'est une entreprise ? Je prends souvent cet exemple-là. Alors ça fait sauter au plafond certains avocats, et je peux le comprendre. Mais dans l'état d'esprit des gens, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais dans l'état d'esprit des gens, les gens ne font pas la différence entre un cabinet d'avocats et une entreprise. Et dans le cadre de la tarification des honoraires, par exemple, c'est un cas, si vous voulez, très représentatif. Pourquoi ? Demain, vous avez une voiture, l'un ou l'autre. Vous avez un problème dans votre véhicule, vous allez voir votre garagiste, vous laissez votre voiture. Est-ce que vous laisseriez votre voiture à un garagiste si le type vous disait « Eh ben, tu sais quoi, je garde ta voiture et puis quand je te la rendrai, je te dirai combien ça coûte ». Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous allez lui demander un devis avant. Vous allez lui dire « Dis-moi ce qu'il en est dans ma carrosserie, dans mon moteur, fais-moi un devis, une proposition, etc. » Les avocats, on est sur une logique qui est parfois différente. C'est-à-dire qu'on paye après coup. Pour être allé voir un avocat pour faire des contrats, c'était il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, j'étais allé voir plusieurs avocats. Parce que du coup, et moi à ce moment-là, je n'étais pas familier avec le sujet, donc je ne savais pas tellement comment ça se passait. Et justement, j'ai repris cette idée-là. Enfin, c'est ce que j'avais en tête. Je m'étais dit, devis d'entreprise, devis, nous dans l'immobilier, on se retrouve assez souvent à avoir des devis. Quand tu veux faire des travaux, tu fais venir 2-3 boîtes, et puis tu vois celle qui peut correspondre le mieux à ce que tu veux faire comme travaux. Je fais la même chose avec les avocats. Et le problème qui s'est passé, alors j'ai l'impression que ça a tendance à évoluer, et pour le coup, toi, je pense que tu n'es pas comme ça parce que j'ai pu réserver un call et on avait discuté un quart d'heure. Mais là, j'ai rencontré 3 avocats. Il y en a une, du coup, je lui ai dit désolé, elle m'a dit pas de souci, machin. Une autre avec qui je suis passé. Et la dernière qui m'a renvoyé un message, d'accord, pas de souci, avec sa facture. Qui m'a dit. Sa facture par rapport à quoi ? Sa facture par rapport aux 1 demi-heure où on a discuté ensemble pour que je lui explique mon truc et qu'elle m'explique ce qu'elle en pense et ce qu'on peut faire. Bon. Et du coup, elle m'a envoyé sa facture en sortie. Moi, le fait qu'elle... Alors écoute bien, c'est intéressant. Le fait qu'elle te dise, moi j'ai passé du temps et ce temps vaut de l'argent et je le facture, ça respectable. Mais qu'elle me prévienne. Voilà, c'est ça, exactement, tu as tout compris. Le problème, il est là. Il est sur le fait de prévenir les gens en amont. En fait, je pense que les gens, ils ont besoin de visibilité, de prévisibilité. Vous êtes des entrepreneurs, tous les deux, vous avez un business plan, vous avez un budget, vous avez des charges. Les charges, ça s'anticipe. C'est pas simplement un truc comme ça au hasard. Donc, je dis pas que y a pas une spécificité de l'avocat qui fait que parfois on peut pas prévoir le temps qu'on va passer, donc on est dans une estimation. Mais c'est très compliqué, je trouve, de dire à quelqu'un, écoutez, on vous enverra la facture à la fin et on ne sait pas ni d'Ève ni d'Adam à quelle sauce on va être mangé. C'est quelque chose que je trouve compliqué. Et je pense que ça a aussi joué dans les difficultés du rapport entre le justiciable, on va dire au sens large du terme, et les avocats. Ça tend à changer ou pas ?
Franchement, oui, mais doucement. C'est-à-dire que ça change, mais extrêmement modérément. Et c'est vrai que ça devient un peu compliqué parce que je pense qu'on est dans des sociétés où on a besoin d'avocats. Vraiment, je pense que on est une profession dont on a besoin. On a besoin, alors à tort ou à raison, on est une profession qui se une société qui se judiciarise incontestablement. Même si on a les fameux modes alternatifs de règlement des conflits que j'évoquais tout à l'heure, mais la tendance c'est que voilà, les gens sont assez tendus, ont tendance à avoir on va dire le contentieux la carte facile. avocat, le contentieux facile. Ouais. Tu me devances, merci, exactement, le contentieux facile. Je ne sais pas si c'est fort aujourd'hui. en connaissance de D'habitude aussi, je vois pas pourquoi aujourd'hui. Exactement, non, il est toujours très fort. Non, je te rassure. Mais ouais, non, tu as raison là-dessus. On a tendance à avoir le contentieux facile. Et l'avocat, finalement, c'est la carte qu'on sort assez facilement dès qu'on a une petite difficulté, etc. Et donc, c'est vrai qu'il faut qu'on repense un peu tout ça. Notre rapport au client, au sens large du terme, le fameux patient que tu évoquais, mais l'équivalent client-avocat, parce que sinon, on va le perdre. Et déjà, on l'a peut-être un peu perdu. Il faut qu'on retrouve ce rapport de confiance. Et ça passe aussi par la communication. Ah bah clairement. Ça passe aussi par la communication. Par contre, ce que je veux dire, et les gens ne le savent pas forcément, c'est qu'on est extrêmement contraint en termes justement de ce qu'on peut faire. Comme les notaires pour le coup. Comme les notaires, comme les médecins. On en revient toujours on n'est pas une société comme une autre. Donc on n'a pas le même rapport. Pourquoi ? Parce qu'on considère que justement un médecin, un notaire, un avocat, il ne va pas s'abaisser d'une certaine façon à se vendre. Il y a un côté, je dis bien un côté, je ne dis pas que je suis nécessairement, tout le monde a le droit de ne pas être d'accord avec ça, mais il y a ce côté un petit peu, derrière il y a une forme de respect qui fait qu'il ne faut pas que nous on s'abaisse à aller chercher, il faut que ce soit les gens qui spontanément viennent nous voir. Le problème, c'est que ça fonctionnait dans les années 70, dans les années 80. Dans les années 70 et 80, vous aviez les plaques, avocats à la cour, etc. Et donc, en fait, les gens prenaient leur bottin, appelaient, ou effectivement, c'était pas né, moi je l'étais, appelaient leur bottin, ou alors allaient sonner à la porte directement des avocats en disant « Bonjour, je voudrais un rendez-vous ». Maintenant, qui fait ça ? Qui fait ça ? Alors oui, il y en a encore qui vont dans les pages jaunes. C'est des gens qui ont 60 ou 70 ans peut-être, mais... Voilà, exactement. C'est-à-dire que maintenant, on est dans une logique différente et donc on a besoin aussi d'utiliser des nouveaux vecteurs de communication tout en respectant les règles de déontologie. Et par exemple, concrètement, tu n'as pas le droit de faire quoi ? Parce que tu vois, tu communiques sur LinkedIn, c'est déjà une belle forme de communication. Oui, mais ce n'est pas du démarchage. C'est-à-dire que la différence, c'est quoi ? C'est que quand tu communiques, tu vas, par exemple, tu vas faire un article pour expliquer, je disais que je faisais du Web 3, tu vas faire un article pour dire, voilà, la dernière loi sur les influenceurs, voilà, elle dit ci, elle dit ça. Okay. Tu apportes de la valeur. Exactement, tu apportes de la valeur. Par contre, si tu fais quelque chose de purement promotionnel dans lequel tu dis bonjour, je m'appelle Arnaud Touati, ça c'est impossible. C'est impossible. Déontologiquement, c'est complètement illégal. On ne peut pas faire ça. Donc, et j'ai envie de dire tant mieux. Tant mieux parce que d'un côté tant mieux parce que ça donne un certain standing et qu'on n'est pas, et pour le coup ça les Américains eux ça les dérange pas. Si vous avez vu Better Call Saul, puisqu'on parlait des séries, bon, le type il va quand même sans spoiler, il va quand même à l'hôpital pour voir ceux qui se sont fait estropier pour leur mettre la carte de visite en mode voilà, on est dans ça, c'est l'inverse de la logique française. On est dans une logique où finalement c'est le démarchage à outrance. D'ailleurs si vous êtes allé aux États-Unis, vous voyez souvent des pancartes où vous avez le nom de l'avocat, call me, avec le numéro de téléphone. C'est un truc qui est complètement impossible en France. Pour de bonnes raisons, je pense. Parce que eux... Mais tu vois, ce qui est marrant, oui, c'est que t'as pas le droit de mettre la pancarte. Oui. Mais t'as le droit de mettre call me sur LinkedIn. Ouais, mais alors attends, c'est un peu différent. Parce que... C'est une bonne remarque, mais c'est un peu différent. Parce que quand tu expliques en disant... tu donnes un sujet et tu dis aux gens, si vous voulez qu'on en discute, appelez-moi, c'est une chose. Les Américains, ils vous disent, bon ben voilà, vous voulez que je vous défende dans cette procédure, ou vous voulez rédiger vos statuts, ou vous voulez rédiger votre pacte d'actionnaires, ou vous voulez lever des fonds, appelez-moi pour une prestation juridique. Tu comprends la différence ou pas ? Honnêtement, je sais pas. T'arrives à voir la différence ? Il y a un petit peu plus d'intentionnalité quand même dans la deuxième version. Je suis d'accord, mais toi, regarde, je t'attaque un petit peu volontairement. Tu vois, tu vas être sur LinkedIn, tu vas parler de la tokenisation. Ouais. Tu es quand même pas mal sur ce sujet-là. Ouais. Donc aujourd'hui, tu as une boîte, tu veux monter de la tokenisation d'actifs au sens large. J'imagine que ce que tu fais, par exemple, et c'est un des sujets. Aujourd'hui, tu as un copain qui m'appelle, je lui dis va voir ce que fait Arnaud Touati. En quelque sorte, tu communiques sur ce sujet-là et du coup,
tu invites les personnes à t'appeler s'ils ont des questions sur ces sujets-là. Non, mais évidemment que je suis pas Mère Teresa et que je n'ai pas une entreprise enfin, on est Mais d'accord. c'est via le contenu. En fait, c'est via la valeur. En fait, ça se fait de manière via indirecte. En fait. C'est via la valeur. Ça se met de manière indirecte. C'est-à-dire que ça se Ce fait. que tu veux dire, c'est qu'aux États-Unis, il va dire t'as un problème avec telle entreprise ou machin, ou appelle-moi sans prouver quoi que ce soit, alors que toi, tu vas communiquer et tu vas jamais démarcher les gens. En fait, le démarchage, c'est quand tu vas spontanément prendre contact avec une personne nommément désignée ou un ensemble de personnes et vis-à-vis de ces personnes-là, tu vas leur dire voilà mon offre, viens acheter mon offre. La publicité, ce qui n'est pas le démarchage, c'est le fait de, si tu veux, communiquer autour d'un sujet et après, libre aux gens s'ils le veulent et s'ils estiment que c'est intéressant de venir pour discuter autour de ce sujet. Le 80, on va dire, pas 80, mais en tout cas une très grande majorité des gens qui sont venus discuter dans le cadre de Better Call Arnaud ne sont pas devenus des clients. Par contre, sont devenus des partenaires, sont devenus des gens qui ont pu m'apporter du business aussi par personne interposée, etc. Mais ça n'a pas été construit comme étant un vecteur pour aller chercher des clients, mais plutôt comme discuter des sujets et faire connaître un certain nombre de sujets. Je comprends ce que tu veux dire. Je reconnais que la limite est ténue, mais elle existe. Ouais, je suis d'accord. Non, mais je comprends surtout, je l'ai senti comme ça en tant que personne qui avait réservé le call. Donc je le vois. En fait, c'est plus, si je comprends ce que tu dis, toi, c'est pas tant de la clientèle, mais du coup, indirectement, c'est plutôt du réseau finalement que tu vas pouvoir faire en rencontrant des gens. Apporter de la valeur. Dans ce Web3, on parle de builder et on ne dit pas par hasard, c'est parce qu'on parle de gens qui construisent en fait. Ils construisent, ils développent. Alors après, encore une fois, il y en a plein qui font ça, loin d'être le seul, etc. Et il n'y a aucun sujet là-dessus. Simplement, j'essaye d'apporter de la valeur et après, derrière, si in fine, ça apporte des clients, tant mieux. Mais il n'y a pas la démarche intentionnelle de se dire ok, je vais faire quelque chose dans le but de. Et moi je vais te dire un truc, je te challenge volontairement, mais je trouve ça très bien parce que là où moi piégé, j'en sais rien, mais en tout cas je suis allé voir une personne voulant bien faire. Je pense qu'elle l'a pris un peu mal, peut-être que je la choisisse pas, mais moi ça me paraissait normal en fait de consulter plusieurs cabinets, tu vois, comme je disais, je consulte plusieurs entreprises quand je fais des travaux. Alors après tu as tes partenaires une fois que tu as travaillé avec eux, mais au départ il faut bien sonder un peu ce qui se passe sur le marché. Je trouve ça très bien parce que toi en fait tu ouvres la porte en disant ok, je suis un avocat, ok, il y a tout ce qu'il y a derrière le monde avocat, mais moi les gars, peu importe qui vous êtes, vous réservez, les gars et les filles d'ailleurs, vous réservez 15 minutes, on discute. Et après, wait and see, on verra ce qui se passe. Absolument. Et ça, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc, c'est comme ça que c'est pensé. D'ailleurs, ceux qui font du Google, notamment du Google AdWords, peuvent être parfois extrêmement agressifs, pour le coup, dans leur démarche. Mais comme ça passe pourquoi ? Parce que c'est, encore une fois, c'est pas du démarchage, en ce sens que ce sont pas ceux qui font des annonces Google. Le AdWords, c'est pas considéré comme du. Comment ? Le AdWords, c'est. Non, c'est pas considéré comme du Là, on est démarchage. vraiment sur la ligne. Ouais, t'as raison. Mais oui et non, parce que nous, on en fait pas. Il y a une intentionnalité du client final sur sa recherche. Oui, mais regarde, non mais c'est très intéressant ce que tu dis, hyper intéressant. Nous, on n'en fait pas par exemple, mais quand tu fais du AdWords, certes, tu cherches à démarcher les gens, mais encore une fois, il faut encore que les gens tapent le bon mot-clé et cliquent sur toi. C'est-à-dire que c'est pas. Ce qui est vraiment. La définition du démarchage pur et dur, c'est quoi ? C'est je prends mon téléphone portable, d'accord ? Je prends une liste de clients, je les appelle, je leur dis bonjour, je m'appelle Arnaud Toiti, cabinet #avocat, est-ce que vous avez besoin de droit ? Alors ça, c'est caricatural. Après, il faut savoir une chose, c'est que normalement, si on est très extrêmement précis, moi, demain, je vais à une soirée. J'ai pas le droit d'aller alpaguer quelqu'un et de lui parler de mes activités, de lui vendre mes activités si lui-même n'a pas été à l'origine de la demande. Okay. Voilà. Okay. En fait, donc c'est donc là, tu es venu nous demander pour passer sur le podcast, c'est interdit. Non, c'est pas vrai, c'est moi qui l'ai invité. Voilà, c'est nous qui l'avons invité. Et du coup, est-ce que tu aurais le droit ? Est-ce que tu aurais le droit ? Ah, bah ça oui. Tu aurais le droit de nous demander pour passer ? Oui, parce que t'es pas un de mes. En fait, non, que je sois clair. Il y a une notion de facturation derrière. Oui, il y a une notion. Exactement. C'est-à-dire que si par contre, à un moment, tu me vois à une soirée alpaguer quelqu'un et lui dire. Voilà, je m'appelle Arnaud Toiti, j'ai vu que tu faisais du Web3, franchement, ton projet est super, j'ai super envie de t'accompagner, écoute, je peux te faire ça, voilà, ça coûte ça, est-ce que tu es intéressé ? Ça, c'est clairement du démarchage et c'est clairement pas possible. Voilà. Et de toute façon, ça donne une très mauvaise image de l'avocat, en réalité, parce que voilà, moi, alors je dis pas qu'on doit être dans une logique où l'avocat, ça doit être dans son piédestal, dans sa tour d'ivoire et qu'en réalité, il ne faut jamais qu'il se manifeste. Je dis juste qu'il ne faut pas, à mon sens, qu'il s'abaisse à ça, même s'il ne faut pas oublier quelque chose non plus, c'est qu'il y a
plus de la moitié des avocats qui sont au SMIC. D'accord ? Il faut quand même avoir l'état d'esprit. Hein, Qui sont au SMIC. Ouais. Absolument. Donc, parce que souvent, les gens ont l'impression que le métier d'avocat, c'est un métier de nantis, qu'on roule tous en Mercedes SLK et qu'on a tous une villa à Saint-Germain-des-Prés. Non. C'est un métier, je me trompe peut-être, mais j'ai le sentiment que c'est un des métiers en France qui témoigne, et en plus c'est particulier parce que c'est des gens qui font des études et un bon niveau d'études, mais qui montrent un peu l'état de la société. C'est que tu en as quelques-uns qui sont très riches, il y en a quelques-uns qui sont riches, quelques-uns qui sont dans la moyenne, et beaucoup même, et puis d'autres qui ont... Il y a une paupérisation de la profession qui est énorme, et d'ailleurs il y a malheureusement beaucoup de gens qui quittent la profession très rapidement. Pas que dû à la question de la paupérisation, je pense que c'est dû aussi au statut qui est très compliqué. Enfin, c'est un métier où on travaille beaucoup, on n'est pas toujours hyper bien récompensé. C'est pas... beaucoup de volume de travail, énormément. C'est énorme. Comment tes clients, ils t'appellent comment ? Alors, il n'est pas question qu'ils m'appellent maître, ça c'est chiant. Donc, ils vont m'appeler Arnaud, en règle générale. Ils vont m'appeler Arnaud. En tout cas, c'est ce que je leur demande. Parce que, non pas parce que encore une fois, c'est pas une critique sous-jacente à ceux qui veulent qu'on continue à les appeler maîtres. Et encore une fois, je respecte chacune des visions, quelles qu'elles soient. Mais c'est vrai que, pour le coup, je trouve ça un peu désuet. Et je pense qu'on peut respecter quelqu'un sans forcément l'appeler maître. Voilà. Mais encore une fois, j'en connais un certain nombre qui veulent qu'on les appelle maîtres parce qu'ils estiment que ça passe par là, que le respect passe aussi par la manière avec laquelle on qualifie les gens. Et j'ai pas de souci là-dessus. Et c'est en phase aussi avec ton positionnement. Ouais. Oui, alors c'est vrai que c'est difficile de demander à un start-upper qui vous dit est-ce que je peux te tutoyer, s'il te plaît, appelle-moi maître. Ouais. Je suis d'accord. Maintenant, après tout, why not ? Enfin, je veux dire, pourquoi pas ? Okay. Ouais. Est-ce que maître, tu veux bien me donner c'est un peu bizarre, quoi. Mais c'est intéressant de voir que tu vas jusque-là dans ton approche différente de ce métier, parce que je pense que tu fais partie des gens qui voient ce métier d'une manière un petit peu différente. Et ça se concrétise par des faits comme ça concrets, quoi, réellement. C'est vrai. Après, honnêtement, je pense qu'il n'y a plus beaucoup ça d'avocats. Ça va de plus en plus. Ouais. Il n'y a plus beaucoup d'avocats structurellement et en plus, on n'a pas tendance à avoir justement ce retour un peu à cet avocat. Alors peut-être en particulier avec les entrepreneurs. Moi, j'ai peut-être pas encore le cas aujourd'hui avec un avocat parce que je n'y ai pas été confronté. Mais tu vois, avec mon comptable, expert comptable, mon notaire, on se tutoie, j'envoie un message sur WhatsApp. Enfin, c'est jamais. D'ailleurs, un expert comptable, je sais pas s'il y a déjà eu un titre pour ce métage-là. Mais en tout cas, si. Tu veux dire un titre, titre maître ? Non, pardon, j'ai pas compris. Il y a eu notaire. Par contre, c'est maître aussi. Je crois que j'ai jamais appelé un seul notaire maître. Et parce que je trouve. Au contraire, je pense que moi aujourd'hui, quelqu'un qui me dit appelez-moi maître, je pense que ça me. Ouais, ça te rebute un petit peu. En fait, je pense qu'il faut. C'est comme dans tout dans la vie. Ce que je vais dire est un peu banal, mais c'est une question d'équilibre en fait. C'est-à-dire que c'est une question. Ouais, et je pense que le respect ne passe pas par la manière avec laquelle on va qualifier les gens, mais pour autant, je respecte totalement ceux qui ont cette vision-là, et je pense qu'il faut juste trouver le bon interlocuteur. Et toi, c'est le cas. Tu as trouvé avocat, notaire, expert comptable qui correspondait à ce que tu voulais. Et je pense que c'est ça l'idée, c'est juste trouver sur un interlocuteur. Moi, j'ai un sujet, parce qu'on est un peu pris par le temps. Donc, il y a un sujet que j'aimerais quand même aborder avec toi, au-delà de l'avocat. C'est vrai que, là, ça part un peu. On relève moins le. L'épisode hybride, ça va être parfait. Ouais, c'est vrai que c'est cool, c'est sympa. C'est vrai qu'on n'en fait pas souvent. On est tellement habitué à suivre notre trame habituelle, mais là, ça en sort un petit peu. J'aimerais bien avoir ton avis, parce que toi, du coup, tu y es constamment et on n'a pas souvent d'avis de ce sujet-là, parce qu'on est plus immobilier. Ouais. Ton avis de la tokenisation, du Web3, de ce que tu en vois et de ce que tu imagines dans les années à venir. Alors, vaste sujet, chers amis. On passe effectivement un peu du coq à l'âne, mais ça me va très bien. La tokenisation, et donc spécifiquement la tokenisation immobilière ou la tokenisation au sens large du terme ? Au sens large. Au sens large, ouais. Au sens large. Okay. Alors peut-être expliquer très brièvement ce que c'est que la tokenisation. Ouais, bien sûr. Et après, ça s'applique à tout. Et donc je te laisse. Bien sûr. En réalité, pour simplifier à l'extrême, la tokenisation, c'est du fractionnement. C'est la titrisation du monde moderne qui sort uniquement des aspects financiers pour en réalité arriver à fractionner, à titriser un petit peu tout et n'importe quoi. Pour l'image, c'est le papier qu'on te donne, j'en ai jamais acheté, mais j'imagine quand tu achètes une Rolex, on te donne un papier pour te le certifier, maintenant on le met en ligne. Exactement, ça peut être ça. Alors, oui, c'est une des pistes. Et on pourrait imaginer que cette Rolex qu'on achète,
on pourrait la diviser en 100 petits Ouais, blocs voilà, et j'aime l'acheter de manière Exactement, individuelle. c'est Et que, voilà. Voilà, bah, tu viens de donner les deux exemples parfaits, c'est-à-dire que c'est l'exemple du j'ai un NFT, parce que c'est Le souvent NFT, ça ouais. pour l'authenticité de ma montre, et en même temps je vais, comme tu dis, partitionner en fait de manière virtuelle, je dis bien de manière virtuelle, la propriété de ta montre, sauf qu'en réalité, en droit français, on ne peut pas... Le seul système de réelle copropriété qu'on ait, il y en a deux. Il y a un abus de langage. C'est si vous êtes propriétaire, on dit que vous faites partie d'une copropriété, mais en réalité, vous n'êtes pas copropriétaire, vous êtes propriétaire de votre bien. Mais on considère que la copropriété, l'abus de langage, c'est le fait d'être dans un groupe d'autres propriétaires. C'est pas la vraie copropriété. Et la deuxième copropriété, c'est l'indivision. On parlait tout à l'heure de succession, etc. L'indivision, c'est malheureusement quand effectivement il y a un décès et que vous êtes amené à être plusieurs, à être propriétaire d'un bien, par exemple. Simplement, on dit... Ou pas que décès, hein. Tu peux acheter que... J'allais le dire, pas que décès. Je suis venu sur le décès, je sais pas pourquoi on en parlait tout à l'heure. Je sais pas pourquoi je pensais notaire, je pensais décès, pardon. Très souvent, Mais- c'est comme ça que ça se... Parce qu'en Voilà, fait, une indivision... c'est je pas crois que en matière de décès. Parce c'est qu'une vrai. des premières phrases de l'indivision, il me semble que nul n'est... Merci, j'allais le dire. Bah voilà, tu Bah, m'as vas-y, non, devancé. vas-y, Voilà, tu auras exactement. les- C'est parfait, mais tu es tu auras les- très bon, tu es avocat. Tu auras les mots précis, donc je te laisse... Non, mais ce sont les très bons mots. Nul n'est censé rester dans l'indivision. Autrement dit, et c'était mon deuxième point, merci de m'avoir devancé, tu as à la fois copropriété qui n'existe pas, qui est la copropriété dans le cadre où tu es propriétaire d'un ensemble immobilier, et puis tu as le deuxième, enfin d'un immeuble, et puis tu as le deuxième cas, c'est effectivement l'indivision, sauf que nul n'est censé rester dans l'indivision, tu as parfaitement raison, ce n'est qu'un statut temporaire. Donc, pour en revenir au cas de la montre de tout à l'heure, Il n'y a rien. ce n'est pas ta montre, ce n'est pas la propriété de ta montre que tu vas tokeniser. En fait, ce qui va se passer, c'est que soit tu vas utility token tokeniser des usages en lien avec ta montre. Je prends un exemple concret, il y a le time sharing. Je prends un exemple. Il y a une Patek Philippe, elle coûte 500 000 €. Ok. Bon, il y a 5 potes. Patek Philippe, c'est une marque hein, pour celles et ceux qui de montres. Pardon, je suis Les désolé. gens le Voilà, savent ici. ouais, Ils sont tous fans de le... Ok, bon, Non, parce que j'y connaissais rien au montres il y a un an. On a rencontré des mecs qui connaissent bien, donc d'accord. je connais pas grand chose, mais Ok. suffisamment pour savoir ce que c'est. On prend une Patek, 500 000 €, donc grosse montre, un peu vénère, etc. Et donc toi, tu te dis, bon, bah, j'ai pas 500 000 balles à mettre dans une montre, tu vas trouver 4 autres potes et vous mettez chacun 125 000 €. Si vous êtes 5, mettez chacun 100 000 balles. Ok, à partir de là, tu vas te dire, ok, on va fractionner d'une certaine façon cette montre et permettre à chacun d'avoir un droit d'usage. Ce sera en réalité du time sharing, d'accord ? C'est-à-dire que vous allez avoir chacun 1/5 du temps par an pour pouvoir... c'est de Le la- lundi, c'est- le mardi... C'est de la résidence service. Ça pourrait être pour un bien immobilier d'ailleurs. La résidence évidemment. service tourisme. C'est ça. Non, mais c'est exactement voilà, ça. Ça pourrait tout à fait être pour un bien C'est immobilier. là, tu vois comment ça Ouais, c'est typiquement ça. C'est ça. Ça pourrait être pour un bien immobilier. Il y en a qui font ça, enfin en tout cas qui cherchent à faire ça. Donc c'est de l'utility token. Ok. Je prends l'exemple du time sharing. Ça pourrait être d'autres usages qu'on pourrait éventuellement imaginer pour le bien. Et puis à côté, on a ce qu'on appelle le security token. Le security token, qu'est-ce que c'est ? C'est un titre financier tokenisé. Ok. Titre financier, ça peut être quoi ? Pour résumer, ça peut être une action ou une obligation. Ok. Et typiquement, pour la question de la montre, puisqu'on en revient à la Patek, en fait, on va créer une société. Et de cette société-là, on va émettre des actions, donc on va lever des fonds, par exemple, et on va décider effectivement, de tokeniser ces actions. de C'est-à-dire de les tokeniser mettre... la société. Et du coup, on Oui, tokenise la absolument. société qui détient l'objet. Tu as tout à fait raison. Et donc, les actions de la société, pour Voilà. être Et donc, précis, du coup, aujourd'hui, ou les obligations. on n'est pas encore en N'est-ce pas mesure, de par la loi, de tokeniser un bien immobilier ou un objet. Absolument. On passe par cette Absolument. société intermédiaire. C'est exactement, c'est exactement ça. À l'exception que les utility tokens, tu passes pas par une société, mais de toute façon, tu tokenises pas la propriété, mais encore une fois, l'usage associé au bien et pas le bien lui-même. Tu vois ce que Donc, je veux dire ? est-ce qu'on pourrait associer ça à l'usufruit, la nue propriété ? On peut. Ok. Il y en a qui sont sur des schémas effectivement comme ça. Donc, Très bien. Donc, à la limite, moi, le seul exemple que je vois, que j'imagine dans le passé, de choses comme ça, c'est les gens qui achetaient des chevaux de course à plusieurs. Et on achetait une part. Très bas. C'est un bon point. Je peux pas rentrer trop dans le détail là-dessus parce que j'ai des projets qui sont sur ces sujets-là, parce que le sujet des chevaux de course est extrêmement adapté à la tu es bon. C'est extrêmement adapté au fractionnement de la propriété parce qu'effectivement, eux, y avaient déjà pensé à l'époque. C'est Je suis quelque chose d'accord qui avec existe toi. depuis très longtemps. Tu fais bien d'en parler, tu es bon, tu connais bien ces sujets. Effectivement, mais pour l'immobilier, c'est pas le cas. Et donc, on est obligé de passer
par le truchement d'une société intermédiaire, absolument, pour pouvoir, en réalité, tokeniser non pas le bien in fine, mais tokeniser les actions ou les obligations qui sont émises par la société détentrice du bien. Ok. Donc ça, c'est effectivement la tokenisation. Sauf que les titres financiers tokenisés, c'est pas une nouveauté. Parce qu'en réalité, ce qu'on appelle le fractionnement, c'est du crowdfunding. C'est juste du crowdfunding 3.0. Alors 3.0, certains parlent de révolution. C'est pas du tout une révolution parce que c'est juste que les actions ou les obligations, vous les mettez sur un registre qui est décentralisé. Oui, sur la blockchain. Exactement, c'est tout. Mais au final, c'est la même chose que ce qu'on fait déjà depuis 30 ans. Donc il n'y a pas de différence, enfin 20 ans au moins, il n'y a pas de différence structurelle. Il y a juste des choses qu'on peut faire sur la blockchain qu'on ne peut pas faire avec la monnaie fiduciaire. Alors, pas une question de monnaie fiduciaire, mais c'est plus que si on doit se projeter, in fine, sur les intérêts de la tokenisation, c'est-à-dire d'avoir vraiment des tokens qui correspondent soit à security ou utility token, c'est ce qu'on appelle la compostabilité, c'est-à-dire la capacité en réalité des jetons à les mettre en collatéral, à pouvoir s'en servir, absolument, à pouvoir éventuellement demain s'en servir comme un levier pour pouvoir aller chercher du financement collatéral. Qu'on soit d'accord, c'est que tu mets en hypothèque ton jeton pour emprunter de l'argent. Exactement, tu as tout compris. Tu mets dans une réserve pour pouvoir emprunter. Il y a tout un tas d'autres démarches qui pourraient être envisagées dans ce qu'on appelle la finance décentralisée, parce que c'est ça dont on parle. Et c'est vrai que ça, le jeton le permet, ce que on ne peut pas faire dans le Web 2, sauf que ça reste à l'état très, très artisanal pour l'instant. Et maintenant qu'on a défini un petit peu tout ça, toi, ton analyse, mais du coup personnelle, de ce sujet-là, comment tu le vois, comment tu l'as vu évoluer, comment tu le vois évoluer demain, ce marché-là? Je pense qu'il est probable que dans une dizaine d'années, à peu près tout soit tokenisé. Ok, donc dans pas si longtemps que ça. Quand on dit tout, c'est-à-dire notre permis de conduire, notre carte vitale. Je pense qu'il y aura tout ce qui a besoin d'être. Je pense qu'il y aura un équivalent. Oui, exactement. Je pense qu'il y aura deux sujets en fait. Tu as abordé les deux sujets tout à l'heure. Tu as abordé le sujet un peu de ce qu'on appelle le jumeau numérique, c'est-à-dire exactement. Le certificat d'authenticité. Alors, je vais prendre un exemple concret sur le certificat d'authenticité. Alors, il peut y avoir un débat sur la manière avec laquelle on le met en place. Est-ce qu'on met une puce à l'intérieur? Est-ce que c'est juste un certificat extérieur ou pas? J'en sais rien. Comment il reste lié, etc. Et pour le laisser lié ou pas, qui est un énorme sujet. Mais ok, demain. Je vais pas reprendre l'exemple de Patek, j'ai pas d'action chez Patek, mais façon chez Rolex. Voilà, mais même demain, vous allez acheter une paire de pompes chez Dior, au hasard, voilà, ça coûte 1000 balles. Bon, il faut avoir les moyens de s'acheter une paire de pompes chez Dior, mais bon, pourquoi pas, et puis avoir l'envie aussi. Donc, ok, vous allez chez Dior, vous achetez la pompe, très bien, vous êtes super content, et puis à un moment, vous décidez de la vendre sur le bon coin. Vous allez dire ouais elles sont 100% authentiques, mais en fait la vérité c'est que il y a pas de certificat d'authenticité qui est vendu avec les chaussures, enfin pas à ma connaissance en tout cas. Et donc il y en a, je crois, sur certaines marques genre Louis Vuitton, quand tu achètes un sac, ils peuvent te t'as raison, ils peuvent te mais ça l'est pas surtout, et il est probable que Dior sur les chaussures, c'est vrai qu'on... Toi, t'as pas l'info non plus? J'en sais rien, mais, il est probable qu'il n'y ait rien avec. Et donc l'idée, c'est quoi? Ce serait de se dire. Ticket de caisse éventuellement. Ouais, mais bon, encore une fois, ça peut se trafiquer, ça. Voilà. Et donc le NFT aussi pourrait potentiellement se trafiquer. Simplement, on se dit que c'est un peu plus difficile de le trafiquer potentiellement, et que concrètement, si t'as ton NFT émis par Dior, dont, by the way, tu peux suivre précisément, tracer sur la blockchain les échanges en peer-to-peer qu'il y a pu y avoir. C'est-à-dire que tu sais que ça a été émis par Dior et c'est possédé par un tel, ou qu'éventuellement, il y a eu une traçabilité, que les choses, par exemple, si le mec te dit les chaussures sont neuves, et que tu te rends compte qu'en réalité, elles ont été vendues 4 fois avant de t'être vendues à toi et qu'elles sont un peu usagées, et tu vas te dire, bon, le mec, a priori, se fout un peu de ma tête, tu vois, etc. Complètement. Bref. Et normalement, c'est censé effectivement garantir une authenticité dans ce que tu es amené à acheter, et je pense porter un coût assez important à la contrefaçon. Après, l'idéal, ce serait d'avoir ça en plus dans ton bien, à même le bien, pour pas qu'il y ait que ce soit détaché du bien, pour que vraiment on s'assure qu'il n'y ait pas un décalage entre le NFT que tu achètes et le bien à côté. Est-ce que tu pourrais les revendre 4 fois à quelqu'un qui ne demande pas que tu lui renvoies le NFT à chaque transaction? Exactement. Voilà, tu pourrais te permettre de... Tu as raison. Donc il y a une réflexion. En tout cas, je pense que là, il y a un sujet qui est majeur. Et puis, il y a un autre sujet aussi qui est absolument déterminant, c'est le sujet de la propriété numérique. Je prends l'exemple des jeux vidéo. Ouais. D'accord, voilà. Moi qui suis un gamer, j'adore ça me plaît, je veux voir cet écosystème évoluer. Quel jeu? Tout. Tout. On pourra se faire un Counter-Strike si tu veux, il n'y a pas de problème. Je mettrai une tannée. Il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet quand tu veux. Mais voilà, c'est un bon exemple, Counter-Strike. C'est un bon exemple.
Demain, tu as un skin, il est ouf, il est génial, imagine que tu puisses, tu as ton propre skin, tu as envie de le vendre. C'est possible, mais sur des plateformes dont on sait que c'est des plateformes du marché gris, que grosso modo, c'est pas validé par Valve, que tu es dans l'illégalité en fait, en réalité. Moi, il y a un moment, j'ai envie que les assets que je gagne dans un jeu, ils m'appartiennent en fait. Demain, j'ai envie que, là par exemple, pour ceux qui connaissent le gaming, on va de plus en plus vers ce qu'on appelle le full des maths. C'est-à-dire que tu vas plus avoir de magasins où tu vas acheter tes jeux, ça existe. Voilà. Déjà, qui c'est qui achète ses Blu-ray ? Quasi personne. Micromania, je sais même pas s'ils ont. Ils sont en train de, malheureusement, j'espère qu'ils vont tenir, mais malheureusement ils sont en difficulté. Ils se sont rabattus sur tout ce qui est goodies, etc. En fait, tu as un store aujourd'hui sur les consoles, tu as un store, la même chose que les applis de l'iPhone en fait. Ça existe depuis très longtemps, t'as raison. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais ce que je veux dire, c'est que, ok, mettons toi demain. T'achètes, allez, je sais pas, j'en sais rien, le dernier Spider-Man 2 sur PlayStation 5 là, qui va sortir dans les prochains jours. Ok, t'achètes ça 80 balles, t'y joues, au bout de 20 heures tu l'as fini, a priori ça ne demandera pas beaucoup plus de temps. T'as envie de le vendre. Tu fais comment ? Tu peux pas. Alors qu'un NFT. Alors que demain c'est ton NFT, il y a un marché secondaire. Toi, tu peux vendre ton NFT. Sony peut prendre son pourcentage sur les reventes en marché secondaire. Royalty sur le NFT, parce que ça peut, dès l'émission, on peut définir des royalties aux créateurs. Et qui plus est, donc il y a une partie qui va à Sony, une partie qui va à Insomniac Games, une partie qui va... Enfin, c'est pas... En gros, c'est ce qu'on veut, en fait. Voilà. Ça va dire qu'on va... L'objectif, pour moi, c'est là où se trouve vraiment la clé. C'est de redonner de la propriété là où il n'y en a pas. Le game changer, il est là. Alors après, oui, il y a aussi le fractionnement, faut pas l'oublier. C'est-à-dire que surtout demain, chez nous, dans l'immobilier, moi je trouve que c'est énorme. Oui, non, mais le fractionnement est phénoménal. Les possibilités de fractionnement l'immobilier fractionné, tokenisé, je sais pas ton point de vue, mais moi je pense que tu parlais de 100%, enfin, ou grosse partie de la société en 2030 qui serait... Enfin, l'immobilier, pour moi, ça va connaître une croissance. Je vais expliquer, oui, mais sauf que la réalité, c'est que je ne vois pas... Ouais, il nous reste 3 minutes. Ouais, d'accord, je ne vois pas... On fera 10 minutes de plus. Ah ouais. Ça va saouler. Tu sais ce que, quand il m'a dit, il aura 15 ans, je vais être très honnête avec toi, j'ai dit, ils disent tous ça au début. Attendez, on continue. Je m'en fous, je décale. Et on ne fera pas les deux questions parce que ça n'a pas de sens par rapport Je décale. Mais alors, pour répondre à ta question, tu as raison. Sur la tokenisation, pour moi, il y a deux endroits où vraiment ça va révolutionner les choses. Il y a la tokenisation effectivement en matière immobilière, mais pour l'instant on n'y est pas à la révolution. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier que la tokenisation c'est du crowdfunding plus. Et que le crowdfunding il a joué son rôle, mais c'est pas non plus une révolution. Enfin tu vois la réalité. Là où il y a une différence, et là où ça peut vraiment être un game changer dans l'immobilier, pour être précis, c'est quoi ? C'est que quand tu fais de l'immo, tu es ultra dépendant des banques. Ce que je dis, c'est extrêmement... c'est encore une fois un lieu commun. D'ailleurs, pour étayer ton propos, on voit typiquement que l'État gère le marché immobilier, puisque jusqu'alors, ils n'avaient pas augmenté les taux et ça donnait une dynamique pas possible. Et là, dès qu'ils augmentent les taux, le marché stagne. Merci de le préciser. Donc, il y a une dépendance bancaire qui est énorme. Total. Donc là où la tokenisation, elle a du sens, ou plutôt en tout cas le fractionnement a du sens, c'est pour aller chercher des sources diverses de financement et pour diminuer sa dépendance. Le coût d'entrée. Absolument, déjà diminuer le coût d'entrée et diminuer sa dépendance à la banque. Oui, du fait du coût d'entrée. Exactement, tout est lié. Donc il y a plus de liquidité. Donc, de ce point de vue-là, c'est effectivement assez smart. Par contre, j'aurais besoin de savoir si... alors déjà, il y a plusieurs sujets. Pour moi, il faut qu'il y ait un vrai intérêt de la tokenisation par rapport au crowdfunding, que pour l'instant, je ne vois pas vraiment. Parce que tout ce qui est collatéral. Oui, mais tout ce qui est compostabilité, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de solution à proprement parler. Il y a Realty aux États-Unis, mais en Europe, en France, j'en ai pas vu. Mais ils arrivent, Realty, là. C'est vrai, monsieur, ils arrivent, mais il y a un régime qui s'appelle le régime pilote, qui permet d'avoir une vraie liquidité de marché secondaire. J'attends de voir ce que ça va donner. Pour l'instant, j'ai pas de cas concret, donc je peux pas vous dire ça va être un game changer. Si c'est pour que ça soit comme dans la finance traditionnelle pure, je ne sais pas. Et puis, il y a la tokenisation de la finance traditionnelle. Tokenisation de la finance traditionnelle, ça peut être un game changer. Avoir un ETF Bitcoin, enfin ça c'est. On l'attend. Bah ouais. On est tous sur les. Si t'as des Bitcoins, je pense que tu fais plus que de l'attente. D'ailleurs, il y a un journal américain qui a sorti que soi-disant la SEC aux États-Unis. Au moment où on tourne, c'était il y a 2 jours. Voilà, on a un pump de 9% en 2 heures. Et c'est venu se repositionner. C'est une dinguerie. Vous savez d'ailleurs, en ce propos-là, il y a quelqu'un qui m'a interrogé sur LinkedIn et qui m'a dit ouais, mais du coup, est-ce que c'est pas sanctionnable, ce genre d'attitude, etc. Pour l'instant, non.
Mais il y a une réglementation européenne qui arrive. Mais attends, il y a une réglementation européenne qui arrive sur les manipulations de cours. Parce que moi, je veux bien que le journaliste, que je respecte par ailleurs. On parle d'un stagiaire. Voilà. Les données officielles, il serait en train de nous faire croire que c'est un stagiaire qui annonce l'ETF Bitcoin qui va révolutionner l'écosystème. J'y crois pas une seule seconde. J'ai quand même un doute aussi. Maintenant, si c'est un journaliste qui a fait une erreur, c'est tout à fait respectable. Mais si c'est une manipulation de cours cachée, ça c'est sanctionnable, pas tout de suite, là maintenant c'est pas sanctionnable, mais ce sera sanctionnable très bientôt. Parce que 50 millions d'euros ont été liquidés pour ceux qui avaient shorté. Tu viens de le préciser. Donc l'impact financier pour certains est colossal. Donc, en fait, comme le Bitcoin, ça reste nouveau et il y a peu de liquidité, la moindre manipulation de marché, c'est pas 2% comme sur LVMH ou 1%, c'est 9, 10, 15, 20%. Excellent point. J'ai vu aussi, absolument. Tu as raison. Donc c'est pour ça que il faut savoir que la réglementation MiCA, la réglementation européenne, elle encadre enfin les manipulations de cours en matière de crypto-actifs, ce qui n'était pas le cas, ce qui n'est pas le cas maintenant, puisqu'il n'y a que les marchés financiers qui sont concernés par les manipulations de cours. Si on se base vraiment exclusivement sur les textes, pour que vous ayez que ce soit d'ailleurs, là je parle de l'Europe, mais que vous ayez vraiment ces éléments. Donc en gros, tokenisation de l'immobilier, effectivement, je pense que c'est un sujet. Je ne sais pas si ce sera le seul sujet, mais c'est un sujet. Tokenisation, fractionnement global, authenticité, gaming. Tu imagines propriété numérique en tout cas. Ouais, propriété numérique. Tu imagines un vrai changement du coup dans les prochaines années d'un point de vue immobilier sur les transactions? Là aujourd'hui, la tokenisation immobilière, ça représente quoi? 0,00 Ça représente rien. Je vais envie de te dire, ça dépend, je pense, de plusieurs choses. Et à mon avis, le point déterminant, c'est est-ce que la crise financière que nous connaissons, notamment au niveau bancaire, la crise des taux, est-ce qu'elle va durer dans le temps ou pas? Parce que la réalité, c'est que si elle dure peu de temps, quand je dis peu de temps, de toute façon, on y est, je pense, encore quelques années, mais si elle dure peut-être, je ne sais pas, 2 ans. 2 ans, exactement. À mon avis, la tokenisation sera un game changer, mais peut-être beaucoup plus tardivement que si cette crise bancaire des taux, elle se prolonge. Et donc, dans ces cas-là, selon moi, il y a une opportunité, une fenêtre de tir pour que ça devienne vraiment presque impératif. Pas forcément exclusivement, mais plutôt en complément d'un financement bancaire. Une alternative. Moi je verrais plutôt un complément qu'une alternative. Pour l'apport personnel ou pour des promotions immobilières par exemple qui ont besoin d'avoir un apport au départ. Tu crois pas que l'immobilier fractionné et la tokenisation dans le même moment, c'est pas une sorte de marché boursier des entreprises à l'époque qui se développe? C'est-à-dire qu'à l'époque, tu avais une entreprise où tu rachetais une entreprise, j'imagine. Après, on a lancé la bourse, donc chacun pouvait racheter des actions, des parts de l'entreprise. Est-ce que tu n'as pas le sentiment que... Enfin, moi, c'est mon point de vue. En tout cas, j'ai l'impression que ça, c'est un lancement de marché qui va être énorme dans le sens où j'ai l'impression que l'immobilier on va pouvoir boursicoter demain. C'est-à-dire que tu vas acheter ce qui est une action d'une entreprise. Demain, tu pourras acheter une action d'un immeuble. Ton point qui est déterminant, c'est celui de la liquidité. Oui. C'est le point déterminant. Si vous investissez tous les deux dans le private equity... Et le ticket d'entrée. Je suis d'accord. Mais vous savez que le private equity, le problème principal, c'est que vous investissez dans une action, mais qu'en réalité, vous êtes bloqué plusieurs années, en moyenne 7 ans. Donc voilà, en fait, le problème majeur, c'est celui de la liquidité. Pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, soit vous avez des utility tokens qui sont de plus en plus rares, en réalité, de plus en plus rares de qualifier un token en utilité. Et bien dans ce cas-là, il faut que la plateforme soit régulée pour avoir un vrai marché secondaire et une vraie liquidité, ou alors vous allez vous faire lister sur des places de marché qui existent. Si par contre c'est du titre financier, ce qui est le cas de plus en plus de jetons, parce que vous avez un mouvement de requalification de tous les jetons en titre financier qui est extrêmement agressif, un peu trop à mon goût d'ailleurs, beaucoup trop, eh bien la réalité c'est que si vous voulez avoir un vrai marché secondaire, soit vous vous faites réguler, donc demain c'est un régime qu'on appelle le régime pilote. Pour la petite histoire, il faut être une banque pour avoir un régulatory nécessaire pour faire ça. Donc en fait, finalement, la finance traditionnelle reprend le pas sur la blockchain en contradiction avec les principes mêmes qui étaient l'essence. C'est complètement en contradiction, on est d'accord. Soit vous allez éventuellement sur des protocoles de finance décentralisés. Par exemple, nous, on est en train d'étudier des solutions qui pourraient permettre de créer de la liquidité de manière décentralisée sans avoir besoin d'aller chercher tous ces agréments qui sont extrêmement intéressants parce que ça donne de la stabilité, mais qui, paradoxalement, de manière aussi de l'autre côté, ont tendance, si vous voulez, à créer un marché, un oligopole dans le domaine du Web3, comme on le connaissait dans la finance traditionnelle. Or, c'est exactement l'inverse de la désintermédiation totale. De l'essence. Après, moi, je pense qu'il y a un sujet qu'on oublie là dans la discussion depuis tout à l'heure, c'est le client. Est-ce que le client final, en France, est prêt à acheter
le placement préféré des Français, ce qu'ils appellent la pierre, le concret. Je vais te- Est-ce qu'ils sont prêts, à une vraie échelle statistique nationale, à se positionner en immobilier sur l'immobilier fractionné? Je Et vais- ça, je pense que ça ouais. sera le marché qui nous le dira. Je vais te répondre. Il y a un acteur qu'on est obligé de citer. Ouais, bien sûr. Parce qu'ils J'allais sont- dire Brix. Ouais, bien sûr. Ouais. Parce que on peut toujours critiquer, on peut Bien toujours sûr. dire il y a ça qui va pas, etc. Non, mais- Ils ont déblayé le terrain. Mais il y a un moment, Bah, ouais, c'est voilà. clair. Mais il y a- C'est mais- clair. mais il y a un moment, eux pour le coup, ils marchent quand même. En tout cas sur le papier, Bah, grave. extrêmement bien. Et Pas que eux, je sais pas si t'as vu, là, on a une boîte avec qui on commence à bosser qui s'appelle Tantième. ils sont très bons aussi. Effectivement. Non mais il y a pas que, évidemment, il y a pas que Brix. Non, mais ce que je veux dire, c'est. T'as raison, il y a Brix, pas mal de. il y a pas- c'est la boîte qui a lancé ça au départ en France, en tout cas, et qui l'a beaucoup développé. Ça- Oui, il y en a d'autres. Je pourrais en citer un certain nombre d'autres. Mais c'est vrai que Brix a une telle avance. Ouais. Certes, ils sont les premiers, mais voilà, ils ont alors, on peut leur reprocher des choses, mais ils ont un business model qui est huilé. Et puis, comme à tout le monde, de toute façon, les leaders en général, on leur reproche toujours plein de choses. Hein. C'est toujours comme Ouais. ça. C'est la règle. Leader plus les premiers à le faire. Voilà, Et y aller. exactement. Leader est premier à faire. Je suis d'accord. Uber, je pense, se sont pris plein la tête. Oui. Mais voilà. Et donc la réalité, c'est que oui, il y a un marché. Après, c'est vrai que bon, par rapport au marché global de l'immobilier, c'est sûr que pour l'instant, ça représente pas grand-chose. Maintenant, si tu prends ça, tu rajoutes Realty aux États-Unis et quelques autres acteurs dans le monde, tu dis qu'il y a un beau potentiel. Mais moi, je dirais un potentiel. Certains ont vu ça en se disant, c'est sûr, dans 2 ans, tout est tokenisé. Non, je pense pas du tout. Je pense que ça prendra du temps. Moi, je dirais une dizaine d'années, 10-15 ans, avant que ça commence à devenir quelque chose un peu de mainstream. Quoi. Ouais, 10-15% du marché. Ouais, max. Je suis pense. assez. Ouais, bah, quand je dis Ouais, c'est un peu- 100%, c'est un peu 100% aligné. Voilà. Maximum. Ah bah alors, parce attends, qu'il y a 10%. énormément d'acteurs qui, pour X ou Y raison, n'iront jamais. Ne Et serait-ce que d'ailleurs, la RP déjà. Exactement. Ils y vont, en ce moment, certains, souvent, j'ai l'impression, histoire de voir, histoire de se dire de manière un peu exploratoire. Oui. Mais de là à dire que ce sera quelque chose de récurrent pour eux, pour le coup, j'y crois assez Alors, moyen. peut-être, mais même si vous avez raison ou pas, enfin 10% du marché immobilier mondial, Mais dans 15 ans. non, mais c'est T'as raison, énorme. c'est colossal. C'est Oui, mais je suis gigantesque. d'accord, mais c'est dans 15 ans. En Non, mais attendant, là, maintenant, bah, je pense que ça représente vraiment, c'est une part infinitésimale. Enfin, tu vois Alors, ce que je veux dire bah, ouais, pour mais l'instant, bon, c'est ouais. normal. Mais Realty, quand même, parce que je les ai eu au téléphone pour qu'on bosse avec eux, parce ils me disaient qu'ils arrivaient en octobre-novembre. D'ailleurs, faut que je les rappelle. Je les ai eu au téléphone en août. Ils avaient fait 60 transactions en janvier 2021. En août, en juin, je les ai eu en juin cette année, juin 2023, ils étaient à 1440 transactions. Oui, non, mais c'est- Donc juste aux États-Unis. Hein. Donc c'est quand même un marché. Et tu me dis si je me trompe, tu dois avoir l'information. Mais je crois que Binance a dit que le marché d'ici 2030 de la tokenisation immobilière, c'est 3000 milliards de dollars. je peux pas te confirmer cette info parce que c'est possible. Il faut hein, pas c'est écouter tout ce possible, que dit Binance. mais comment J'ai pas entendu. Comment Il faut pas écouter tout ce que dit Binance. Je ne dirai rien. Mais Ils ont dit des Non, conneries. mais c'est Non, des non. boîtes et puis c'est des boîtes commerciales qui sont là pour défendre leurs intérêts. non, après, pour, ok, je suis d'accord avec ce que tu dis. Néanmoins, ils ont quand même ils sont quand même ultra leaders sur le marché crypto mondial. Oui, non, mais bien sûr, non, mais Et quand donc, ils ont une vision, je pense, ils sont capables de, peu importe les chiffres, 3 000 milliards, 5 000 milliards, 10 000 milliards, la réalité quand même, et puis il y a eu d'autres études, KPMG, etc., très solides sur le sujet de la tokenisation, où on démontre clairement que ça va être un game changer. La question, c'est quand et à quel niveau. Est-ce que tu le sens, toi, déjà, du coup, vu que tu y es depuis 10 ans, où tu as pris le billet il y a Pas la tokenisation 2-3 ans, j'imagine. Mais Enfin, quand ça- la blockchain, depuis 2000, j'ai commencé en 2015. Ouais, donc, fait un petit moment, quand même. ouais, t'étais avant le premier boom du Bitcoin. Absolument. Donc, ok. Et du coup, tu vois ce marché changer, il se structure. Il se structure, ce qui a beaucoup de points positifs, encore une fois, puisqu'il fait venir des acteurs, on va dire traditionnels, qui ne seraient pas venus si on était sur un terrain en friche. Donc ça, c'est plutôt très positif. Après, c'est comme pour tout, il y a toujours des avantages et des inconvénients à ça. Il se structure, mais il se régule. Ça, encore une fois, ça a des bons côtés, mais ça a aussi des mauvais côtés, parce que quand la régulation est trop forte, trop puissante, concrètement, ça nuit aussi à l'innovation. On parlait de LinkedIn tout à l'heure. Je faisais un post dimanche où je parlais de toutes les régulations européennes en matière d'IA, de data, de Web3, etc. Il y a plus de 15 textes au niveau européen, de mémoire, en tout cas une dizaine facilement, sur tous les sujets, Data Act, IA Act, DSA, DMA, MiCA, régime pilote, tu vois. Donc en fait, au final,
bah, c'est très bien sur le papier, parce que du coup, vous avez un truc hyper régulé, hyper carré, hyper pro, parce que les réglementations sont extrêmement carrées. Et au moins, on sait, par rapport à d'autres endroits. Tu as raison, Oui. sauf que la réalité, Non, mais c'est que j'entends. le coût de la compliance, il est phénoménal. Ouais. Quand tu as une boîte et que tu lui dis tu es une start-up et que ça va te coûter plusieurs centaines de milliers d'euros de te mettre en compliance, et qu'en réalité, bah, tu n'as pas ça dans tes caisses, tu fais comment ? Soit tu te mets pas en compliance, tu te mets en faute, du coup, bah, ça pose des problèmes avec tes investisseurs, tu peux pas relever des fonds. Soit tu te mets en compliance, mais du coup, tu peux pas utiliser cet argent pour aller en recherche et développement. Enfin, et puis à côté, tu as des acteurs américains ou asiatiques qui, eux, n'ont pas ces contraintes réglementaires quand ils sont dans ces pays-là, quand ils sont pas dans des paradis fiscaux. Concrètement, eux, ils avancent à fond. Avec la vitesse. Mais bien sûr, et au final, on s'étonne qu'on ait des acteurs, Qui partent. on manque d'acteurs, ne serait-ce que sur l'intelligence artificielle, par exemple, en Europe. On a des boîtes extraordinaires, simplement, peut-être aussi, parfois il faudrait les aider. Il ne faut pas que réglementer, même si ça a beaucoup de bons côtés. Ouais, c'est sûr que ça permet. Ça a des bons côtés pour l'utilisateur final, je pense, beaucoup, puisqu'il est surprotégé, Oui, mais au plus final- que pour le porteur de projet en tant que tel. Mais au final, c'est un peu comme le droit du travail des fois. On le surprotège tellement qu'on lui délivre moins. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça, mais c'est pour ça qu'on en revient toujours au leitmotiv de cet échange qu'on a, c'est l'équilibre. C'est-à-dire La que nuance, c'est la nuance, l'équilibre. Où est-ce que tu mets le curseur ? Alors, le problème, c'est que cet équilibre, il est à géométrie variable. Le tien n'est pas le même Ouais, que le bien tien sûr. n'est pas le même que le mien. Mais il faut qu'on arrive à trouver et je trouve que Thierry Breton, même si ce qu'il fait a énormément de bons côtés, parce que la manière avec laquelle un certain nombre de boîtes américaines traitent la data, etc., est vraiment, ou chinoises d'ailleurs, est vraiment très problématique. Mais en même temps, peut-être justement dans une certaine forme de vouloir essayer de temporiser un peu ce côté très agressif des boîtes américaines et chinoises, a peut-être eu tendance à mettre le curseur trop haut dans la réglementation, sur l'exigence, le niveau d'exigence, puisque par définition, ils ne pouvaient pas imposer aux Américains et aux Chinois des contraintes qu'ils n'imposaient pas aux Européens. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec une réglementation qui est assez abrasive. C'est quoi l'état aujourd'hui dans le monde, si tu en as un en tête, qui est le plus alors favorable, je dirais, c'est le plus juste vis-à-vis de ce Web3 et qui a, selon toi, le mieux compris les enjeux, tant pour les clients que pour ceux qui alimentent Je vais te dire, je pense que les Suisses sont très intelligents. Ok. Je pense que les Suisses sont très intelligents. Je pense que les Suisses, voilà, moi j'ai jamais eu le plaisir de vivre en Suisse. J'y suis allé à plusieurs reprises, etc. Mais la Suisse, ce sont des gens qui sont hyper pragmatiques, ils sont business oriented, mais en même temps ils sont assez protecteurs de ce qui se passe chez eux. Il y a du bon sens, je crois. Comment ? Il y a beaucoup de bon sens. Ah mais c'est ça que j'adore chez eux, c'est que c'est des gens d'une très grande intelligence. Alors évidemment, je généralise, mais au global, quoi. Mais en tout cas, de ce que moi j'en retire, très intelligent. Le seul défaut qu'il y a à la Suisse, c'est qu'elle ne fait pas partie de l'Union européenne. Alors elle a énormément de qualités par rapport à ça, mais pourquoi sur la réglementation Web3, j'explique. C'est juste que la réglementation Web3, elle va être unifiée sur toute l'Europe, ce qui fait que si vous êtes régulé en France, vous serez demain régulé sur l'intégralité des 27 pays de l'Union. Ce qui est un atout phénoménal, qui fait que demain, si vous êtes régulé en Suisse, vous n'êtes régulé qu'en Suisse. Donc si vous vous adressez à des Européens, vous devez taper à la porte d'un pays de l'Union européenne pour vous réguler. Ça, c'est le désavantage de la Suisse de ce point de vue-là. Mais pour Profondeur le de reste, marché, c'est plus la profondeur de marché qui va leur manquer, du coup. possiblement, même s'ils ont un marché intérieur qui est extrêmement développé, qui est brillant, avec des gens qui sont ultra bons. Et voilà, donc je citerai la Suisse, qui pour moi est un exemple en la matière. Salvador, c'est une bonne chose pour la... Je suis pas sûr. Ok. Je suis pas sûr. Je pense que ça donne pas forcément une très bonne image, même si au départ on s'est dit ok, c'est super, valeur refuge, tout ça. Quand tu vois le résultat, tu te dis que ça donne pas super envie. Je suis pas sûr que ça ait donné une excellente image. Ok. In fine. Même si encore une fois, il faut dissocier l'intention du résultat. L'intention était certainement bonne, le résultat l'est moins. Le token choisi n'était peut-être pas le bon, il y a plein de sujets. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, Il y a plein de refaire, sujets. je suis d'accord. On pourrait Il y a- refaire l'histoire, etc. machin là-dessus. Donc je dirais la Suisse. Alors en conclusion, c'était un super podcast, je me suis bien amusé, franchement c'était top, les questions étaient canon. Néanmoins, suite à un agenda compliqué, je crois qu'on vous a laissé entendre que c'était un peu short, on m'a autorisé exceptionnellement, j'ai une autorisation spéciale, Et avec plaisir. à avoir une deuxième partie du podcast. Donc voilà, pour évoquer tous les sujets qu'on a évoqués, mais pour peut-être creuser et aller un petit peu plus loin. Donc voilà, donc ravi de cette expérience et puis au plaisir de vous retrouver très vite. Donc ce qui est hyper important, c'est qu'on va se revoir, on va revenir. On est très content de ça. Donc dites-nous en commentaire tous les sujets. Et là, pour une fois, vous avez la parole et vous avez un peu les mains. C'est bien ça. Vous avez la main sur ce Les podcast. mains libres. Donc dites-nous les questions que vous avez, mais même des questions extrêmement précises.
vous nous le dites en commentaire. Et ça sera avec plaisir qu'on va revenir d'ici un mois. Tu as compris que j'avais aussi, excuse-moi, un agenda Oui, un peu serré. Monsieur part dans un pays très difficile, dans lequel pas du tout au soleil et pas du tout à la plage. Pas du tout. Donc voilà, donc on se revoit très vite. Posez-nous un maximum de questions et posez à Arnaud un maximum de questions. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao! Salut! Salut!